Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes très chers compatriotes mauritaniennes et mauritaniens, femmes et hommes, jeunes et vieux, les Mauritaniens de toutes les communautés, mais les Mauritaniens tout court, parce que tous citoyens de ce pays, qu'Allah, par sa grâce, par sa clémence, a réuni dans une terre bénie où sont couchés, Dieu merci, alhamdulillah, toute la fierté, toute notre fierté, c'est-à-dire les grands hommes de l'islam, les grands hommes de l'islam, ceux qui ont fait et font toujours la fierté non seulement mauritanienne, mais de toute la sous-région qu'on appellera la Sénégambie. Mes très chers frères, très chers concitoyens, j'interviens dans ce chaos que vient de créer le point de vue, la réaction d'un Mauritanien qui ne semble pas être digne du qualificatif mauritanien, dans la mesure où il ne tient pas compte de la composition de sa patrie, de la composition de son peuple, et ceci depuis des temps immémoriaux. Donc, il n'est pas pour moi question de polémiquer avec notre frère Ahmed Mahfouz. Si Mahfouz veut dire tout simplement retenir, savoir réciter, savoir retenir, je crois qu'il n'a pas très bien retenu sa leçon d'histoire ou sa leçon de vie. Je crois que non, ce n'est pas le cas. De toutes les façons, je n'ai pas l'intention de polémiquer avec lui, parce que ce qu'il a dit ne mérite pas du tout les polémiques. Ça n'a aucune base, ça ne se base sur rien du tout que sur des préjugés et tout simplement la réaction du cœur. Et ça n'obéit à aucune loi scientifique. La Mauritanie, celle que nous vivons, dont nous vivons, comment dirais-je, en son sein aujourd'hui, est un territoire administratif, qui a été tout simplement promulgué, ou dont l'existence a été promulguée à partir de 1920. Même si depuis 1897-98, on a évoqué au très haut niveau, des instances coloniales qui, en tout cas, dominaient cette partie de l'Afrique de l'Ouest et du Sahara. Même si on l'avait évoqué depuis lors, ça ne s'est concrétisé tout simplement qu'à partir de 1903. Et 1903, le décret du 18 octobre
a créé 5 colonies et un territoire qu'on appelle territoire civil, donc le territoire civil de Maure, dont les limites s'arrêtaient exactement à Maître-Dra, n'ont pas atteint la vallée du fleuve. Et ceci jusqu'au, j'ai dit depuis 1904. C'est en 1904 que ce décret a été promulgué. Il a été ratifié le 11 novembre 1904, toujours en même année, donc un mois après, par le gouverneur Roum qui résidait à Gorée. À partir de 1933, le décret du 8 décembre, si j'ai bonne mémoire, ramenait les frontières du territoire civil de Maure au bord du fleuve, c'est-à-dire en divisant en deux ce qu'on appelait avant le Fouta Toro, donc l'Almamia, et le côté ouest, c'est-à-dire le Waalo Barak. Donc voilà cette Mauritanie, dont le nom provient d'un nom antique d'un territoire qui se situe au Maroc actuel. En l'an 201 avant Jésus-Christ, il y a un territoire, il y a un royaume qu'on appelle la Mauritanie. La Mauritanie est peuplée de populations qu'on appelle les Ibéro-Mauriciens. Ces Ibéro-Mauriciens sont un retour des populations d'Afrique qui ont migré vers l'Europe, qui se sont multipliés plus de 40 000 ans et qui ont fait un retour de Grimaldi, c'est-à-dire de Monaco, en passant par la région de la Dordogne, dans une localité qu'on appelle Cro-Magnon, où ils ont été découverts et datés par le professeur Louis Larté en 1868. On les appelle donc les Cro-Magnoïdes. Ce sont donc des populations locaux d'armes qui ont quitté donc cette localité, qui sont passés par la péninsule ibérique et en passant par l'Espagne, la grotte qu'on appelle Wimbledon et la grotte de Tracelmontes, qui sont passés par le détroit de Gibraltar pour venir habiter, c'est-à-dire peupler le Finistère marocain, donc juste au niveau du littoral. Donc ces populations se sont étendues là-bas. Ibéro-mauricien de la péninsule ibérique. Mauricien, Maures en latin veut dire tout simplement blanc, ni noir ni blanc. Où ils se sont installés, ils ont trouvé d'autres populations locaux d'armes qui venaient de la Syrie, en passant par la Palestine, en traversant l'isthme de Suez, qui sont venus s'installer dans une localité qu'on appelle Gafsa, en Tunisie. Alors, où ils ont été découverts par un professeur qui s'appelle le professeur Morgan en 1909 et dont la datation au carbone 14 donne à peu près 7000 ans de la préhistoire, 7000 ans d'après-histoire. Donc au moins 7000 ans pour les historiens qui le savent très bien ce que ça signifie. Ces Capsiens, on les appelle les Capsiens de la région de Capsa, ont été décrits de façon
très très exhaustive par un grand anthropologue, archéologue, préhistorien qui s'appelle Henri-Jean Higo, dans son livre qui s'appelle Le Sahara avant le désert. Ces deux populations constituent l'ossature de la population blanche de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire du littoral Afrique Nord, ou de l'autre côté, c'est-à-dire du nord côté nord de l'Atlas. Ces populations ont trouvé des populations noires qu'on appelle les négritiques et ces populations fusionnées aux populations noires ont donné un peuple qu'on appelle les Pharisiens, qui sont décrits dans le livre d'un grand historien romain qui s'appelle Pline l'Africain ou Pline l'Ancien, dans son livre qui s'appelle La Troglodytique. Nous pouvons toujours faire la vérification, on y trouvera. Donc nous avons dit l'ère romaine, donc à partir du 200, de l'an 200, ces trois contrées, ces trois royaumes existaient. Le royaume de la Mauritanie, le royaume de la Jutulie et ce qu'on appelait Carthage, qui est très populaire dans l'histoire. Donc, il y a eu une guerre qui a été déclenchée par un général carthaginois qui s'appelle Massinissa, qui a étendu son pouvoir de Carthage jusqu'à Mauritanie pour en faire un seul et même royaume qu'on appelle la Numidie. Et tout le monde connaît la Numidie, les Numides, et nous le savons parfaitement bien. Alors, à partir de cette date-là, la carte politique de l'Afrique du Nord, le Finistère, marocain, algérien, tunisien, libyen, change de statut parce que tout simplement, tous ces royaumes-là disparaissent, on a le royaume qui s'appelle la Numidie. C'est ainsi que la Mauritanie existe dans l'histoire. Alors, quand il y a eu la velléité coloniale de reproduire un pouvoir colonial à partir du fleuve, du nord du fleuve, qu'on appelle le fleuve Sénégal, qui s'appelle avant le fleuve Sangana, qui ne s'appelle pas le fleuve Sanhaja, mais il s'appelle le fleuve Sangana. Les Sanhaja sont les derniers berbères qui sont venus en Mauritanie. Ils ont trouvé deux tribus, grandes tribus berbères qui sont venues dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Mauritanie, donc au Sahara, et puis une autre qui est partie, au lieu de descendre directement en Mauritanie, elle est passée par le nord, la Libye, qu'on appelait avant la Cyrénaïque, pour occuper le nord du Mali jusqu'au Niger, ce qu'on appelle les Escoura. Et les Escoura, on les appelle les Tamashek, ou bien on les appelle aussi tout simplement les Touaregs qui sont installés là-bas. Donc dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Zawad. De deux grandes tribus qui ont quitté l'Afrique du Nord, qui ont migré après le début de désertification du Sahara, donc la dégradation du biotope, de l'écologie, de l'écosystème du Sahara. Alors ces deux grandes tribus, on les connaît sur le nom de Lemt et de Gezoul. Il faut remonter aussi toujours à la troglodytique, où on trouvera le livre de Henri-Jean Higo qui s'appelle Le Sahara avant le désert, ou bien il faudrait voir aussi le livre toujours de Sallust, un administrateur, c'est un sénateur romain qui a été gouverneur de la Jutulie avant le changement de statut, toujours en l'an 201, qui a écrit un livre qui s'appelle Les peuples du sud de la Méditerranée,
ce peuple du Soudan s'appelle Saliste, c'est un romain. Alors, nous disons donc que ces deux grandes tribus, ce sont les Lemtes et les Gezoul. Les Lemtes qui vont devenir les Lemtouna, les Gezoul qui vont devenir le Gedalla. Donc, et d'ailleurs, c'est extrêmement remarquable, parce que ces deux tribus qui sont venues, on sait que ce sont des tribus qui ont effectivement pu fonder quelque chose à partir du XIe siècle, Lemtouna. Le seul empire berbère fondé dans l'espace soudano-sahélien qui va devenir la Mauritanie après, c'est bien le royaume d'Aoudaghost. Et on sait à partir de quel moment il est constitué et quelles sont les tribus qui sont à l'origine de sa constitution. Et je dis bien que si nous remontons dans l'histoire, qu'au sud de l'Atlas, des populations, je dis négroïdes ou noires, occupaient cet espace. Et ces populations qui occupaient cet espace sont des populations, on a dit, les négritiques. Ces négritiques, ce sont donc des mélanodermes, donc qui ont la peau noire, qui ont proliféré, qui sont développés à partir de la Cyrénaïque de l'Algérie. La Cyrénaïque, nous avons l'oued de Guir, la Libye actuelle. Nous avons l'oued de la Saoura, qui s'appelle Gar, qui est au niveau de l'Algérie, et les autres oueds. L'oued de Draa et l'oued de Guerre. Dans ces localités, il y a eu un mouvement de population qui sont chassés en général par la désertification. Ils ne sont pas chassés par l'invasion des autres populations, ça arrive effectivement, mais c'est un facteur très très minime. Leur déplacement est dû à la désertification, au changement du climat, à la dégradation de l'écosystème. Bon, alors progressivement, les autres d'ailleurs qui sont les éleveurs, ils sont beaucoup plus au nord, vers l'Atlas que vers le sud. Les autres populations au sud se sont déplacées, qui sont venues occuper des îlots qui contiennent encore de l'eau pour y pratiquer la culture, l'agriculture. Ces îlots, c'est ce qu'on appelle les oasis. Et d'ailleurs, comme disait Henri-Jean Higo, que les populations mélanodermes qui ont fait un mouvement du nord vers le sud, qui sont venus s'installer dans ces localités, ont été prisonniers du désert. De la désertification, ceux qui ont pu continuer avant la désertification sont partis vers le sud. Ce sont des petits peuples qu'on appelle les Pygmées, les Otanto, les Bushima, et qui ont un genre de vie pastorale qui est très bien connu. Les autres sont restés prisonniers donc de la désertification dans ces îlots. Alors, il disait d'ailleurs que c'est plausible que ce qu'on appelle les Haratines, en réalité, ils ne sont pas des esclaves d'origine. Ce sont des populations noires qui ont été prisonniers du désert, qui n'ont pas pu se déplacer, qui sont restés. Une fois les populations locodermes, c'est-à-dire blanches, sont venues, avec leurs animaux, avec leurs coutumes, avec leurs forces, les ont dominés et les ont poussés à l'assimilation. Et des fois même, ils payaient ce qu'on appelait les impôts. En remontant au livre de Paul Marty, dans son livre L'Islam et les morts, c'est-à-dire les Brahmanas, nous retrouvons effectivement le même jugement. Et nous en parlerons, s'il plaît, à Dieu, Inch'Allah. Alors, l'histoire générale, l'histoire de l'Afrique à partir d'un certain
moment, tout dernièrement. Mais l'histoire générale retient que les premières institutions politiques qui sont fondées dans la sphère soudano-sahélienne, c'était des institutions politiques, comment dire, qui sont fondées par des populations négroïdes, des populations donc noires. Ça, c'est déjà prouvé. Il n'est pas pour moi l'intention de dire que ce sont tels qui sont venus les premiers ou que sont tels qui sont venus les derniers. Pas du tout. La population, le peuple mauritanien est unique, il est unique, il est indivisible. Qu'ils soient venus le premier ou le dernier, ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est leur égalité juridique au sein de leur territoire, Pour le reste, c'est l'histoire qui va donner effectivement la preuve, qui va prouver qui est venu le premier. Parce que les premiers empires qui sont retenus, dont deux ne sont pas très bien répertoriés dans l'histoire, ce qu'on appelle l'empire de Namandir, qui est fondé depuis, comment dirais-je, l'an 674 avant Jésus-Christ. L'an 674 avant Jésus-Christ. 674. À la défaite du pharaon de la 25e dynastie égyptienne couchite, qui s'appelle Taharka, qui a envoyé une expédition au Sahara dirigée par un général qui s'appelle Boutor, et qui est venu s'installer pour effectivement recueillir du fer, parce que le fer n'était pas très bien connu en Égypte pour fabriquer des armes, et qui a fini par être indépendant, donc s'autonomiser par rapport à l'Égypte et créer un empire qu'on appelle l'empire Namandir. Ça, c'est, je dis, en l'an 674 avant Jésus-Christ. Ce qui fait donc que il est extrêmement important de retenir cela, ce qu'on appelle le Namandir. Cet empire de Namandir a été supplanté par un autre empire, pas par coup d'État, mais par tout simplement hérédité. Ce qu'on appelle les Djaoub, qui sont venus du Soudan, et leurs traces restent encore, parce que nous avons les Noirs du Soudan, nous avons les Noirs en Éthiopie, dont ils sont les cousins, qui sont descendants de Couche, c'est-à-dire Nouba, le deuxième fils de Cham. Ce deuxième fils de Cham, qui est le père de Saba, Saba est le père de Hawila, Hawila c'est le père de Kosai, Kosai c'est le père de Dia Kosai, dont ils sont originaires, qui sont venus. À leur arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont tout simplement métissés aux serrères qu'ils ont trouvés en place. Inch'Allah, nous le continuerons. Mohamed Mahfouz, je disais bien, Mohamed Mahfouz ou le Mouna, nous revenons à lui, le grand professeur de philo ou de sociaux, qui, j'avais dit bien, qu'il n'a pas très bien retenu sa leçon d'histoire, parce qu'on sait que le Laklal constitue une frange importante pour les Soninké, avec lesquels ils se sont métissés depuis des temps immémoriaux. Le livre le travail de Ahmed Shinkiti Lossit, qui disait, je cite, que Shingiti signifie tout simplement Oyoun al-Khuyul, c'est-à-dire les puits des chevaux. Et bien voilà, en soninké traduit Oyoun al-Khuyul, Shi Ngede. Alors, c'est une inversion, c'est d'abord le Shi qui vient d'abord, ça veut dire cheval, Ngede, donc le puits des chevaux, Ngede qui veut dire puits. C'est très clair, donc on n'a pas besoin de chercher entre midi et 14h, ça signifie tout simplement cela. Alors, quand Habab est venu, il s'est installé là-bas, et le Habab Mahfouz, qui est de Shingiti d'origine,
il n'a qu'à remonter chez ses oncles paternels, Habot, l'expert Habot. Chez lui, il y a la bibliothèque, la bibliothèque d'Habot, qui contient tous les documents qui lui donnent la preuve de du métissage entre les Soninké et les Lakalal. Voilà. Habab, c'est le père de Ahmed Khouli, dont la mère s'appelle Kounda Sissé. La mère s'appelle Kounda Sissé. La mère s'appelle Kounda Sissé. Kounda, ça veut dire en Soninké, ville, village, lieu où on habite. Elle porte le nom Sissé parce que c'est les Sissé qui dominaient au Ouagadougou à l'époque. Ce sont eux qui se sont déplacés pour son petit-fils, Ahmed Khouli, qui s'est déplacé, qui est venu s'installer à Ouadane. Qui est venu s'installer parce que sa mère est de la tribu d'Amkarish qui est là-bas à Ouadane. Il s'est marié à une chérifienne de Oualata qui s'appelle Souadou pour donner naissance à Ilyas. Ilyas, c'est le père de Sidi Ilyas. Sidi s'est déplacé, s'est installé à Djenni, au Maroc, pardon, au Mali. Et en se mariant, en épousant une Touareg, il a eu d'elle un fils qui s'appelle Eli Sidi Ilyas. Eli, c'est lui qui est venu au Fouta, dans l'ancien Tindiksam, c'est l'ancien nom du Fouta, qui s'est marié dans une tribu Peul, Ourourou, à qui on a donné le nom de Wende Djeng, qui est l'ancêtre de tous les Djeng, de tous les Djeng et de tous les Wan, c'est leur ancêtre. Voilà. Donc, nous n'en sommes pas encore là. C'était une simple référence. Alors, disons donc que ces Djaoubi, ils sont très connus parce qu'ils se sont métissés aux tribus berbères Lemtouna pour donner une entité extrêmement importante à partir de la fraction magique de Lemtouna pour donner effectivement le Lamtag après que nous verrons après. Toujours est-il qu'il faut dire sur le référentiel scientifique, et là, les anthropologues, comme les préhistoriens, comme les historiens le savent, que suivant les données de la paléontologie humaine, il est extrêmement il est partagé que le Sahara méridional ne pouvait être occupé, être habité durant la préhistoire que par des populations mélanodermes qui ont donc la peau noire à cause des lois scientifiques qui déterminent, comment dirais-je, la vie de l'homme par rapport au biotope et à l'écosystème. La loi de Gologuer stipule que excusez-moi, donc je disais que la loi de Gologuer stipule que tout animal à sang chaud qui vit dans l'humidité et la chaleur son sang tend à se colorer en noir. Alors nous savons les conditions dans lesquelles les êtres humains vivaient à l'époque de la préhistoire, au sortir, comment dirais-je, jusqu'au sortir de la préhistoire. Et les populations ici vivaient au Sahara et que le Sahara était extrêmement humide. Il y avait des fleuves, il y avait des marigots, il y avait des marécages. Il y avait aussi, il faut dire, un écosystème très développé, une couverture végétale extrêmement dense et qui fait que l'homme vivait dans cette chaleur-là et l'humidité. Il faut que sa peau soit colorée en noir à cause de phénomènes qu'on appelle la mélanine. Je n'ai pas besoin trop de le développer parce qu'il y a des spécialistes dans cette matière. Cette mélanine qui n'est pas d'ailleurs seulement un apanage de l'être humain, mais de tous les animaux et végétaux. Ça, c'est tous les animaux et végétaux. Les animaux à sang chaud, l'homalénine, la phaéomalénine et l'allomalénine pour les végétaux. Donc, les animaux supérieurs, les animaux qui n'ont pas le sang chaud
les uns et les autres végétaux, en tout cas, sont soumis au même phénomène. Donc, au sortir, à partir de la présence de l'homme sur la Terre, à la fin du tertiaire, jusqu'au début à partir du début du quaternaire, en tout cas, on remarque tout simplement ce phénomène. Ceci ne rentre pas en contradiction avec la vue religieuse, la vue coranique, la vue biblique de la création de l'homme, parce qu'il est admis que l'homme ne peut provenir que d'Adam. Tout simplement, toutes les lois sont, en tout cas, concordent là-dessus, tous les avis concordent là-dessus aujourd'hui. Bon, donc ce qui nous intéresse, c'est que tout simplement, le Sahara avait d'abord été habité par les mélanodermes avant l'arrivée des locodermes. Ces locodermes, donc, au terme de l'évolution du climat saharien, qui a donné un certain répit de la chaleur et de l'humidité, commençait déjà à se désertifier progressivement. Alors, plus les populations locodermes ont pu descendre. Locodermes tenait compte qu'il s'agit de populations blanches parce que leucocyte en hémotypologie, leucocyte ça veut dire donc des globules blancs. Alors, la descente de ces populations depuis le 3e siècle après donc la préhistoire ont pu permettre d'observer des tribus, comment dirais-je, blanches qui sont descendues du nord vers le sud. Les Caramantes qu'on connaît, les Libyco-berbères. Ensuite, j'ai dit les 2 grandes tribus berbères qui se trouvent en Mauritanie, qui se sont métissés bien sûr. J'ai parlé de Lemt et de Zoul, donc de Lemtouna-Gudella. Et à l'arrivée vers le 6e siècle d'une autre tribu très dense, très développée, très importante, qu'on appelle les Sanhaja.